Europe 1 Soir. Europe 1, 19h30, on parle d'Edgar Hoover dans les récits d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré. Et oui, on va raconter, Catherine, l'histoire de ce personnage fascinant. C'est le héros du film de Clint Eastwood qui sort en salle demain avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal de Hoover. C'est un film Europe 1, on vient d'entendre la pub à l'instant. J. Edgar, donc ça s'appelle, c'est l'histoire du fondateur du FBI, l'homme le plus puissant de l'Amérique de 1924 à 1972, l'homme qui espionnait tout le monde au nom de la lutte contre le communisme, l'homme qui faisait chanter les présidents américains. C'est un destin assez incroyable que beaucoup en France avaient découvert il y a peu grâce au livre de Marc Duguin, La malédiction d'Edgar, un livre qui ressort ces jours-ci en même temps que le film. Bonsoir Marc Duguin. Bonsoir. C'était votre 4e roman, La malédiction d'Edgar, après le succès notamment de la Chambre des officiers ou d'Heureux comme Dieu en France. Comment vous en étiez venu à vous intéresser à ce personnage ? J'étais passionné depuis très longtemps par l'histoire des Kennedy, en réalité, par des liens familiaux en plus, avec l'Irlande, enfin des choses comme ça. Et je voulais faire un livre sur Robert Kennedy, qui est le personnage, à mon avis, le plus intéressant dans la famille. On va en parler parce que forcément, il est très présent dans ce livre. Absolument. Et ensuite, en travaillant sur lui, je me suis rendu compte que le personnage fondamental de l'époque, c'était pas lui, c'était Hoover. Donc j'ai découvert Hoover que je ne connaissais pas aussi bien qu'après les recherches sur mon livre. Et là, j'ai vu un personnage hallucinant, une espèce d'empereur. Complètement inamovible et qui a créé une police politique très étonnante. Et alors, voilà. sur Robert Kennedy, donc le frère de John Kennedy qui a été ministre de la Justice, donc qui était officiellement le patron d'Hoover, sauf que vous le racontez dans votre livre en réalité, enfin leur rapport, on va y revenir parce que c'est passionnant leur rapport entre ces deux hommes, mais pour bien qu'on comprenne avant, donc Hoover, il commence très jeune à créer donc le FBI, donc la première police fédérale américaine, on est dans les années 20, il est très jeune. Il commence très très jeune et il prend de l'importance et il devient très rapidement patron du FBI. Et là, très vite, alors il y a évidemment la partie gangster qui est importante à l'époque, en particulier entre les deux guerres. Et puis très vite, il y a une dérive qui est la police politique. C'est-à-dire que Hoover a une obsession qui est la subversion. Le pays est en proie, selon lui, à des tentatives de subversion communistes, anarchistes, l'étranger, enfin tout ce qui peut naître dans un esprit paranoïaque comme le sien, et par ailleurs schizophrène, on y reviendra peut-être. Et donc il y a chez lui un emportement sur la cause anticommuniste qui est très très spectaculaire. Vous donnez un chiffre d'ailleurs à un moment au bureau de New York du FBI, c'est un reproche qu'on lui fait à Hoover, il y a 600 agents qui s'intéressent à la lutte contre le communisme et 18 seulement pour lutter contre la pègre. C'est exact, c'est ce que lui reproche Robert Kennedy quand il est nommé ministre de la Justice, c'est-à-dire le patron de Hoover. Et il lui dit, mais il n'y a plus les communistes, ça ne représente plus rien. Il faut arrêter de mettre 600 agents pour espionner les communistes. Oui, aux États-Unis, il n'y a jamais eu beaucoup de communisme. Et en plus, là, évidemment, à l'époque, il y en a pratiquement plus. Donc ça pose la question que ne pose pas le film, qui est du rapport de Hoover avec la mafia. Et comment se fait-il qu'il y ait eu une telle débauche de moyens contre le communisme, parce que n'oublions pas que McCarthy, c'est le ventriloque, enfin c'est la marionnette c'est Hoover qui est le ventriloque de McCarthy, et la marionnette de McCarthy est une sorte de créature de Hoover. On parle de McCarthyisme, on aurait dû parler de Hooverisme, mais quand Eisenhower dit à Hoover, c'est fini, faut arrêter ce cirque, McCarthy est dégagé en quelques jours. Alors donc c'est l'histoire de ce personnage, ça va durer 50 ans, mais le plus fascinant c'est ses rapports avec le clan Kennedy, parce que vous parliez de Bob, mais si on veut faire dans l'ordre, faudrait commencer par parler de Joe, le père donc du président et de Bob Kennedy. C'est un des premiers que Hoover espionne. Oui, parce qu'en réalité, Hoover est de la génération du père Kennedy. Et ils se connaissent depuis le début, depuis que Kennedy a fait, le père Kennedy, donc Joe, a fait fortune dans le trafic d'alcool pendant la Prohibition. Et ensuite a fait fortune dans différents trafics, et puis après de plus en plus respectablement, on va dire, dans le cinéma et dans plein d'autres choses. Et donc,
Hoover a toujours considéré que le père Kennedy était quelqu'un à surveiller, parce qu'il était potentiellement un président des États-Unis, parce qu'il en avait les moyens. Et il en avait en plus la roublardise. Donc il y a un jeu qui commence entre les deux, et ensuite, évidemment, ça continue avec les fils. Et alors, quand vous dites surveiller, soyons concrets, ça veut dire poser des micros dans un premier temps ? Ah ben il y avait, si vous voulez, chez Hoover, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il a vraiment inventé le ministère de la vie privée au sens d'une surveillance de la vie sexuelle des uns et des autres, sénateurs, toute forme d'homme politique, militaire, toute personne qui avait de l'importance. Et évidemment, ensuite, des artistes, des écrivains comme Hemingway, Charlie Chaplin, même Einstein était surveillé par Hoover. Et donc, il a créé une sorte de surveillance permanente, de fichage permanent de la vie privée des uns et des autres. Parce qu'il y a une phrase dans votre livre, dès qu'on lui parle de quelqu'un, il lui dit: est-ce qu'on connaît ses faiblesses ? Est-ce que ce sont les hommes ? Est-ce que ce sont les femmes ? Est-ce que c'est l'alcool ? En gros, il peut tenir à peu près tous les personnages du pays à travers ça, à travers le sexe ou l'alcool. Je pense que c'est la seule raison, si vous voulez, qui explique 48 ans à la tête du FBI pour Hoover, c'est qu'il était indéboulonnable parce qu'il tenait tout le monde et que personne n'a eu le courage de l'affronter. Et en particulier, aucun des présidents n'a eu le courage de l'affronter. Et donc, ça lui permettait, à chaque nouveau président élu ou réélu, de lui faire savoir tout de suite qu'il avait des dossiers sur lui ou sur sa femme ou sur son entourage et que donc il fallait pas En général, toucher. ça se passait dans la semaine, oui. La semaine qui suivait l'élection, il y avait généralement... Parce que c'était un personnage important de l'État, donc le président le convoquait, et là, très vite, il y avait une explication de texte où Hoover faisait savoir, de façon très, très habile, qu'il en savait beaucoup sur la façon dont s'était financée la campagne, sur quelques abus, ou bien alors sur la vie privée, et comme il a fait avec Roosevelt, avec sa femme, par exemple. Et ensuite, il avait des enregistrements de relations sexuelles de Madame Eisenhower, c'est ça ? De Madame Roosevelt, de Madame pardon. Roosevelt. Il avait des enregistrements de relations qu'elle avait avec un homme plus jeune. Et il avait des enregistrements, évidemment, sur toute la famille Kennedy, sur tous les ébats de là, il y avait matière, John. Et là, effectivement, il y avait de la place. Oui. Alors, c'était un père la morale et en même temps un homosexuel refoulé. Oui, alors ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que Hoover était une sorte d'autorité morale et a toujours été considéré comme tel, et l'est encore chez les républicains. Et ça relève d'une étonnante schizophrénie chez lui, puisqu'il était à la fois homosexuel, bien qu'évidemment pendant toute la période de son règne, entre guillemets, on n'en est pratiquement jamais parlé, et en même temps il était homophobe, il était misogyne, extrêmement raciste, comme souvent les gens du Sud de cette époque aux États-Unis, et donc il était dans une sorte de dédoublement de la personnalité, parce qu'il avait une vie sexuelle relativement intense d'un côté, et par ailleurs... Avec son adjoint ? Avec son adjoint qui était son amant et qui était le numéro 2 du FBI. Donc, et ils ont vécu ensemble une vie de couple. Ils n'étaient pas dans la même maison, mais ils habitaient à 100 mètres l'un de l'autre. Vécu ensemble, travaillé ensemble et puis partager tous leurs repas, tous leurs week-ends. En gros, ce sont deux hommes qui ne se sont jamais quittés. Ils ne se quittaient pas, ils allaient en week-end ensemble, ils allaient aux courses ensemble à New York, ce qui permettait à Hoover de rencontrer les chefs de la mafia sur les champs de course et de discuter de choses et d'autres, de s'informer, parce que Hoover écoutait aussi les mafieux. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que la mafia avait un vrai dossier compromettant sur lui et qu'il y a eu une sorte d'équilibre de la terreur entre eux qui explique que Hoover ne soit jamais attaqué frontalement à la mafia et eu cette débauche d'énergie sur les communistes et non pas sur la mafia, qui était quand même le principal problème de l'Amérique. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé de plus important pendant ces 50 ans de Hoover à la tête du FBI, de 24 à 72 ? C'est bien sûr l'assassinat de John Kennedy en 1963. Que savait Hoover ? Qu'est-ce qu'il en a dit ? Quel rôle a-t-il éventuellement joué ? C'est la question que je vous pose juste après une pause. Europe 1 Soir. Europe 1, 18h41, la suite des récits d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Et on parle toujours de Edgar Hoover à l'occasion de la sortie demain du film de Clint Eastwood avec Leonardo DiCaprio dans le rôle du fondateur de la CIA, Edgar Hoover. On en parle avec Marc Duguin, auteur de La malédiction d'Edgar, un roman passionnant sur Hoover qui ressort à l'occasion de la sortie de ce film. Marc Duguin, on le disait juste avant la pause, le gros morceau, la grosse affaire qui se passe pendant ces 50
50 ans de règne d'Edgar Hoover, c'est bien sûr l'assassinat de Kennedy à Dallas en 63. Hoover, il joue quel rôle dans cette affaire ? Moi, j'ai le sentiment que si les Kennedy s'étaient comportés autrement avec Hoover, en particulier Robert Kennedy, quand il a été nommé ministre de la Justice, donc supérieur hiérarchique direct de Hoover, si ces relations avaient été différentes, je pense que Kennedy aurait peut-être pu échapper à l'assassinat. Mais il se trouve que les Kennedy se sont mis à dos d'une façon, en tout cas Robert Kennedy, très violente, Hoover. Hoover savait ce qui se tramait. Il avait d'ailleurs prévenu dans un tête-à-tête avec John Kennedy. Il lui avait dit, écoutez, moi je sais que vous avez gagné les élections grâce à la mafia, votre père leur a donné de l'argent pour acheter des voix en Virginie occidentale et dans l'Illinois. Mais ce deal avec la mafia, vous ne le respectez pas jusqu'au bout, donc ça va mal se terminer. Et Robert continuait par souci d'indépendance vis-à-vis de la famille et par intérêt aussi parce qu'il souhaitait il souhaitait pousser la mafia à assassiner Castro pour des raisons politiques. Robert mettait la pression sur la mafia. Et je pense que les Kennedy se sont fait énormément d'ennemis au moment de la baie des Cochons avec le débarquement avorté, où Kennedy a refusé d'envoyer l'aviation américaine. Donc les anticastristes étaient extrêmement remontés contre lui. Les mafieux étaient évidemment remontés contre lui puisque la parole donnée n'avait pas été respectée. L'armée n'était pas particulièrement contente de la façon dont s'était passée la crise des 13 jours, l'installation de missiles soviétiques à Cuba. Et tout ça faisait que ça montait. Et si vous voulez, la sauce montait et Hoover voyait les choses se passer puisqu'il écoutait tout le monde. Donc il connaissait les conversations. Il savait que Giancana avait parlé à Marcello en lui disant on va s'enlever le caillou du pied. Alors Giancana, il faut expliquer, c'est un personnage, un personnage de la mafia qui partage la même maîtresse que le président des États-Unis, Kennedy. Oui, une femme magnifique d'ailleurs, on ne peut pas le plus reprocher. Plus belle que Marilyn, vous dites encore. Oui, très très belle, qui vit toujours, il me semble. Judith Campbell, qui en fait était l'agent de liaison entre la mafia et John Kennedy. Et des liaisons, il y en avait. Et Giancana était le patron de la mafia de Chicago, qui est quand même l'instance supérieure de la mafia aux États-Unis. Donc lui, il avait payé des voix pour aider à l'élection de John Kennedy et il s'est senti trahi ensuite. Et il a été trahi ensuite parce que l'administration Kennedy ne s'est pas comportée vis-à-vis de la mafia comme il le souhaitait. Il y a eu une forme de harcèlement, des contrôles. Enfin, et donc il y a eu une rancœur qui s'est épanouie gentiment pendant 3 ans jusqu'à ce que ça se termine mal. Mais alors, donc vous venez de nous faire la liste de tous ceux qui avaient des raisons d'en vouloir au président Kennedy, mais ceux qui ont décidé de l'éliminer, d'après vous, c'est qui ? Et d'après Hoover, c'était qui ? Moi, je pense que c'est une décision qui tient à la mafia, aux anticastristes, certainement avec l'assentiment d'une partie de la CIA supportée par des pétroliers texans. Mais c'est plus compliqué que ça dans les faits. Mais les pétroliers texans, ça met aussi dans l'affaire le vice-président qui va devenir président. Ça met aussi évidemment dans l'affaire. Bon, certains ont dit qu'il était carrément directement responsable. Moi, j'en ai pas les preuves, mais il y a des choses effectivement qu'on voit se passer. Enfin, il y a des choses un petit peu troublantes concernant Johnson avant l'assassinat de Kennedy. Donc on ne saura jamais. Simplement, vous dites Hoover savait que ça allait avoir lieu et aurait peut-être pu l'empêcher. Je pense que Hoover aurait certainement pu l'empêcher et il n'a rien fait puisque le lendemain de l'assassinat de Kennedy, il est parti jouer aux courses comme d'habitude. Donc on ne peut pas dire qu'il était bouleversé. Alors son patron, le ministre de la Justice à cette époque, on est en 63, c'était donc Bob Kennedy, le frère du président. Et alors là, vous racontez des histoires extraordinaires. D'abord, Bob Kennedy était persuadé qu'il n'y avait qu'un seul endroit du ministère où il n'était pas écouté par le FBI et par Hoover, c'était dans l'ascenseur. Alors il avait fait ralentir la vitesse de l'ascenseur pour pouvoir parler à l'abri des micros.
Oui, parce que Hoover avait évidemment cette obsession de l'écoute. Et il écoutait tout le monde, partout, tout le temps. Il y avait, alors heureusement pour les personnes écoutées, c'était pas les moyens d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il serait devenu le maître du monde. Mais effectivement, il y avait une pression, et je veux dire, l'inimitié qui s'est créée entre Hoover et Robert Kennedy est partie de là. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la moindre confiance entre eux. Alors, il avait fait ralentir l'ascenseur, sauf que l'ascenseur était écouté quand même. Donc, c'était une mauvaise idée. L'ascenseur, évidemment, était écouté quand même. C'était vraiment sous-estimé Hoover. Et alors, pour expliquer à quel point Bob Kennedy détestait Hoover, il y a cette phrase que vous racontez. Kennedy disait, pour faire de la politique, il faut penser à faire des petites siestes de temps en temps, et puis il faut aller, Jacques Chirac disait la même chose d'ailleurs, il faut aller pisser chaque fois qu'on a 5 minutes pour ne pas perdre de temps. Mais, disait Bob Kennedy, il ne faut pas faire comme Hoover, il ne faut pas faire les deux en même temps. Exactement. C'est terrible. Oui, parce qu'à la fin de sa vie, il faut le dire, Hoover dormait énormément, et le grand plaisir de Robert Kennedy était de rentrer sans frapper dans son bureau pour le réveiller. Oui, pendant qu'il faisait une petite sieste. Il termine, il a quel âge à la fin, Hoover? Il a encore 77 ans. Jusqu'à 77 ans. Jusqu'à 77 ans, et il est mort de mort naturelle, d'un arrêt cardiaque, à un moment où il était probable qu'il allait se faire dégager par Nixon, parce qu'il avait il avait largement dépassé la limite d'âge, et il commençait à vraiment fatiguer. Donc, de 20 à 77 ans, il a dirigé le FBI, d'où la performance de Leonardo DiCaprio dans le film de Clint Eastwood, puisqu'il joue du début jusqu'à la fin avec un travail de maquillage énorme. Vous l'avez vu naturellement, ce film qui sort demain? Oui, je l'ai vu, oui. Et je trouve que par rapport à l'ampleur du personnage Hoover, le film est vraiment sur la partie, je dirais, privée, et la partie, son histoire d'amour avec son adjoint, et la partie flic d'entre les deux guerres. Mais toute cette partie de police politique qui est fondamentale dans la vie de Hoover, il a choisi de ne pas la traiter. C'est son choix, un réalisateur fait le film qu'il a envie de faire. Bon, nos auditeurs iront se faire une idée eux-mêmes à partir de demain en allant voir ce film en salle, ou alors sur le site europe1.fr, il y a une vidéo de 12 minutes, une exclusivité de ce site pour montrer les coulisses du tournage avec des interviews de Clint Eastwood et de Leonardo DiCaprio. Vous, Marc Duguin, vous en préparez un aussi, plus modeste sans doute, plus modeste, en ce qui concerne le budget. On tourner aussi aux États-Unis en américain, mais avec un budget beaucoup plus modeste, et pour Planète. Un téléfilm, donc. Un film de télévision, fiction, avec une partie documentaire pour 2013. Et ça s'appellera sans doute La Malédiction d'Edgar, comme votre livre donc, qui vient de ressortir, notamment chez Folio. Merci beaucoup, Marc Duguin. Dans un instant, ça va mal finir. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.